Bonjour et bienvenue sur GITV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à l'univers de l'hydrogène. Et sur ce rendez-vous que je vous propose, nous allons évoquer le train. Le train à hydrogène est-il d'ailleurs sur de bons rails? Eh bien, on en parle avec mes invités. Ils sont trois. Nous avons le plaisir d'avoir Philippe Tardivon, qui est chef de projet du train à hydrogène à la SNCF. Bonjour Philippe. Bonjour. Stéphane Cabas, qui lui représente Alstom avec nous aujourd'hui. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Laurence. Alstom France et Europe. Alstom Monde. Alstom Monde également. Mais alors, le groupe. parce que nous avons aussi Eric Combeau qui est Amérique du Nord, Amérique du Sud, mais là en l'occurrence du côté du Québec. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bon matin du Québec. Et bon matin, quelle heure il est chez vous là? Il est 9h15. Très bien. Eric Rondeau, qui est donc Alstom Amérique du Nord et Amérique du Sud. On parle du train à hydrogène. Où en est-on? Parce qu'effectivement, on en entend de plus en plus parler et qu'au mois de février de l'année 2023, un premier train Alstom et TER SNCF a vu et a pris les rails. Alors, Philippe, déjà, on va parler de vous, chef de projet SNCF sur le train à hydrogène. Depuis combien de temps la SNCF travaille sur l'hydrogène? Alors, la SNCF travaille sur l'hydrogène depuis à peu près 2018. D'abord sur des études, un petit peu des perspectives de l'hydrogène dans le groupe, et puis de façon plus précise sur le projet de train que vous avez évoqué, qui va sortir en 2026, qui est fait, bien entendu, avec le constructeur Alstom, et qui a débuté, lui, en mars 2021. Vous, chez Alstom, vous avez commencé un petit peu en amont. Vous, Stéphane, vous avez rejoint Alstom quand, en 2000... Alors, pour moi, effectivement, j'ai rejoint Alstom en 1998. Donc, ça fait 25 ans, effectivement, que j'ai l'honneur de travailler, effectivement, dans le ferroviaire pour faire avancer, effectivement, ces merveilles technologiques. Donc moi j'ai commencé par la grande vitesse avec une joint venture pour laquelle j'assure une présidence pour développer le TGV du futur, qui est maintenant le TGV du présent, parce qu'il va sortir dans pas très longtemps. Et puis depuis 2019, j'assure effectivement la direction d'un programme qu'on appelle les PIEC, qui sont les programmes importants d'intérêt européen commun dédiés à l'hydrogène. Voilà, donc c'est pour moi quelque chose effectivement sur lequel je travaille depuis 4 ans, mais Alstom a lancé ses premières réflexions dès 2014. Donc ça fait quasiment 10 ans que Alstom est impliqué dans le domaine de l'hydrogène. Là, vous me parlez au niveau monde? Voilà, au niveau monde, parce que nous avons été les premiers à l'échelle mondiale de mettre en fait en service commercial les 2 premiers trains à hydrogène en Allemagne, certes, mais avec des ambitions mondiales. Et Eric, ici présent, effectivement, pourra en témoigner, parce que nous avons fait rouler ces trains au Québec il n'y a pas très longtemps. Donc, les ambitions mondiales que nous avons effectivement démarrées par l'Allemagne en 2018 avec les 2 premiers trains 100% hydrogène qui ont embarqué des passagers en service commercial. Alors, tout de suite, on va, si vous le voulez bien, tous les trois, casser un peu une idée reçue qui a été évoquée cette année, comme quoi l'Allemagne arrêterait le train à hydrogène. Il y a eu une fausse information de nommer, je pense que Stéphane, vous pouvez nous en parler? Oui, alors effectivement, c'est une information importante et j'aimerais bien en profiter de cette émission pour pouvoir effectivement remettre, non pas l'église, mais le train au centre du village. Voire du pays. Voire du pays d'ailleurs à ce sujet. Donc qu'est-ce qui s'est passé donc, les premiers trains, comme je vous l'ai dit juste avant, ont été mis en service commercial en 2018. D'accord ? Ça, c'est factuel, effectivement, et on a fait beaucoup d'expérimentations, d'ailleurs, même dans d'autres pays que l'Allemagne. En 2017, déjà fin 2017, on a un opérateur allemand qui s'appelle LNVG qui a décidé donc d'acquérir 14 trains. 14 trains identiques, donc 100% hydrogène, pour pouvoir effectivement verdir son parc qui avant était constitué de solutions diesel. D'accord. Je rappelle que l'objectif affiché par l'Allemagne et même par l'Europe et même au niveau mondial aujourd'hui est de se débarrasser en fait des solutions polluantes diesel. D'accord ? Donc il y a eu un travail important qui a été fait. L'opérateur s'engage effectivement à acheter ces trains-là. Pourquoi de l'hydrogène ? Parce qu'il avait un besoin d'autonomie extrêmement importante. Donc il avait besoin de parcourir des distances très élevées. D'accord, tout seul. Très bien. Mais alors, moi, je voudrais juste, pour qu'on puisse après bien avancer, oui ou non, l'Allemagne arrête-t-elle ses trains à hydrogène? Vraiment? Absolument pas. Parce que l'hydrogène est une solution pertinente dans des domaines qui sont spécifiques.
il n'y a pas que l'hydrogène, il y a aussi d'autres solutions vertes, parce que le verdissement des mobilités ferroviaires aujourd'hui passe par l'hydrogène, mais pas que l'hydrogène. Donc vous avez aussi des solutions qui s'appellent les trains batteries. Et ce qu'a annoncé l'opérateur LNVG donc, pendant la torpeur de l'été 2023, repris pas tout à fait correctement par certains médias, c'est le fait que pour adresser certains besoins, et ça Philippe pourra en témoigner, des besoins qui ne nécessitent pas une autonomie importante, parce que effectivement les lignes sont principalement électrifiées, sauf sur des sections qui sont courtes, Oui. là, le train batterie fait sens. Oui, tout Et à donc, fait. il a annoncé, l'opérateur, qu'il allait acheter, par rapport à ce besoin-là, des solutions propulsées par l'aide des batteries. Mais il a bien confirmé, juste après, donc c'était virgule dans sa phrase, je maintiendrai effectivement mes 14 trains pour les sections très importantes et qui demandent beaucoup d'autonomie. Et si j'ai d'autres lignes par la suite identifiées avec également ces besoins d'autonomie importants, je rachèterai des trains hydrogène. Donc ce n'est Ça, pas la voilà, fin. c'est pas la fin. Et ça, Très voilà. clairement. Sur GITV, on voulait aussi mettre les choses au point et grâce à vous, on peut le faire. Côté SNCF, Monsieur Tardivon, vous qui travaillez sur les projets hydrogène, là, ça a du sens aussi. Et je sais que la SNCF a lancé un premier train en collaboration avec Alstom, plutôt en TER, on va dire, sur des lignes régionales. Comment la SNCF choisit et travaille pour ces trains hydrogène? Alors, elle travaille avec les autorités organisatrices qui sont les régions administratives. Et elle travaille bien sûr pour les trains à hydrogène sur des liaisons qui ne sont pas électrifiées pour remplacer, comme le disait Stéphane, des motorisations diesel, des TER à motorisation diesel. Sur le projet dont il est question, le Regiolis H2, on a travaillé avec 4 régions, je peux les citer, Aura, BFC, Grand Est et Occitanie. Et avec ces régions, on a choisi des trajets à parcourir par le train à hydrogène. Et on a examiné quels étaient les plus pertinents, notamment en termes de distance à parcourir, puisque c'est un des atouts de l'hydrogène par rapport aux batteries, à la technologie batterie que citait Stéphane. C'est-à-dire qu'on peut avoir une autonomie à 1000 km ou peut-être pas quand même? Alors, à 1000 km, tout dépend du train. Le train dont il est question à la SNCF, c'est un train bimode, c'est-à-dire qu'il est aussi capable de circuler avec une caténaire et un pantographe sur des lignes électrifiées sans utiliser l'hydrogène. Donc c'est pour ça que l'ensemble des deux? Alors, quand il est en mode autonome, c'est-à-dire seulement en hydrogène, il peut parcourir à peu près 600 km. Mais quand il est sur une ligne électrifiée, il n'utilise pas l'hydrogène, puisqu'il utilise son pantographe pour alimenter ses moteurs électriques. Vous êtes déjà très avancé à la SNCF sur le train. Alors on est avancé avec, bien entendu, avec le constructeur. On n'est pas du tout seul à bord. C'est le constructeur qui quand même conçoit le train sous nos spécifications, avec des demandes des régions. On est avancé, oui, puisqu'on en est à la phase de pré-série. C'est-à-dire que dans quelques jours, peut-être quelques semaines, la première pré-série va sortir, qui va faire toutes les validations. En datation à peu près? Là, décembre, janvier. En fait, 2023, 2024. Décembre, 2023, bien sûr. Janvier 2024. Ils sont en phase de finalisation. Le train est assemblé en Grand Est à Reichshofen. Et on va donc faire une série de validations, toutes les validations d'intégration du train, sa phase d'homologation, pour ensuite arriver à la mise en circulation commerciale début 2026. Quittons, si vous le voulez bien, quelques instants l'Europe, la France en particulier, l'Allemagne, on en a parlé, et allons du côté des Amériques, et je dis bien les Amériques, parce qu'Amérique du Nord ou Amérique du Sud, avec vous, Éric, il y a des grandes différences entre ce qui se passe chez vous, là-bas, et chez nous, ici? Oui, en fait, complètement. C'est une des raisons d'être pourquoi on a créé un centre d'innovation pour les Amériques. C'est pour amener les technologies d'Alstom globales. Vous savez qu'Alstom est la combinaison maintenant de Bombardier Transport et Alstom depuis 2 ans. Alors, c'est un joueur formidable au niveau mondial. Avec notre siège social d'Amérique ici à Montréal, puis notre centre d'innovation, le but, c'est de trouver des solutions alternatives au diesel. Pourquoi? C'est que l'Amérique, le réseau de 220 000 km juste pour les États-Unis et 40 000 km pour le Canada, comme point de référence, tout fonctionne à 99 % au diesel. Tout fonctionne à 99 % au diesel. Il y a quelques corridors sur la côte Est et sur la côte Ouest où Alstom, entre autres, a ces technologies, dont le ACELA, le projet de Stéphane, justement, sur le projet de haute vitesse, qui sont les technologies d'Alstom sur des trains électriques. Mais la réalité Amérique, c'est la grandeur du territoire et la faible densité de la population qui justifie exactement les cas, comme vous voyez en France, comme vous voyez en Allemagne, dans les endroits à faible densité et à faible fréquence. L'alternative au diesel, c'est la combinaison d'un train hydrogène avec des propulsions alternatives, possiblement. Alors, c'était pour ça qu'on a fait cette démonstration cet été dans un corridor de la région de Charlevoix, au nord de Québec, où on a opéré le train
la première version pré-série du train allemand, le Highland d'Alstom. On l'a emmené en opération sur le corridor entre Québec et Baie-Saint-Paul pour démontrer. Il a roulé de mi-juin à fin septembre. On a eu 10 000 personnes qui ont participé et qui ont roulé à bord. Et on a fait une opération complète. En fait, c'est un écosystème, une première opération nord-américaine, le premier train hydrogène en Amérique avec des passagers en mode commercial. On a réussi à l'opérer cet été avec succès. Alors, quel intérêt vous avez les uns et les autres à travailler sur l'hydrogène? Évidemment, on a bien pensé à la décarbonation. Y a-t-il d'autres intérêts aujourd'hui, Stéphane Kaba, qui ne sont pas simplement liés à l'écologie et au développement du R&D? Alors, oui, donc le sujet effectivement du CO2, c'est un sujet majeur qui a été un des moteurs principaux finalement du lancement des solutions hydrogène. La mise en mouvement. La mise en mouvement, effectivement. Mais ce qui est aussi important, c'est que ça permet aussi de repositionner le rail au centre des solutions, en tout cas, de mobilité, globalement. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, si je prends le fret par exemple, il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, le rail ne représente que, j'ai envie de dire, 9% du fret global sur le territoire national. D'accord ? C'est un déclin, petit, quoi. Voilà, c'est très petit. Donc les ambitions, notamment celles de la puissance publique, affichées par la France, mais pas que la France. Vous avez aussi la Commission européenne qui travaille pour pouvoir redonner un élan important au niveau du fret ferroviaire. Ça passe également par des solutions qui soient propres. On ne peut plus faire ce qu'on a fait il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, avec des solutions qui soient polluantes. D'autant plus qu'on veut favoriser ce transfert modal de la route vers le rail ou de l'avion vers le rail. Il y a aussi un sujet par rapport à l'aérien. Vous avez vu que la France, aujourd'hui, effectivement, interdit les vols pour lesquels il existe des solutions alternatives de moins de 2h30. Tout à fait. Côté de la SNCF, là aussi, on a plus qu'un intérêt. On a parlé du transport, il y a aussi le transport de fret, ça en fait partie. Et côté SNCF ? Côté SNCF, évidemment, on veut mettre le ferroviaire au milieu du transport français. Il l'est déjà beaucoup, mais on veut doubler même la part du ferroviaire dans les prochaines années. L'enjeu, le train à hydrogène en tant que tel, c'est quand même bien un enjeu de décarbonation parce que l'entreprise souhaite... elle est déjà très vertueuse, l'entreprise, parce que les trains, c'est un mode de transport assez vertueux, mais l'entreprise est engagée dans cet objectif avec des ambitions importantes, c'est-à-dire réduire de 30% les émissions de CO2 en 2030 par rapport à 2015 et être neutre en 2050. Donc c'est une tendance globale de l'entreprise. Et le train à hydrogène en fait partie. Et alors comment est-ce que l'on va aller chercher cet hydrogène? On est une station SNCF, on a déjà tout pensé. Comment aller on aura des stations de distribution où effectivement le train viendra faire le plein, un peu comme des stations routières. Bien sûr, elles seront dédiées, mais on aura pour ces trains-là effectivement des stations de distribution d'hydrogène gazeux. Et on fera le plein du train qui pourra repartir comme on pourrait le faire aujourd'hui avec du gazole. Vous, Éric Rondeau, vous travaillez sur les deux Amériques. Évidemment, on vous retrouve au Québec en ce moment, mais quelles sont les modalités de développement sur l'Amérique du Sud, par exemple? L'Amérique du Sud, on va dire ça simplement, pour le moment, c'est assez émergent, c'est assez préliminaire. Le cœur de la transformation, si tout le monde se réfère à ce qui s'est passé dans la transformation du monde automobile, c'est parti en Californie avec la mise en place des réglementations zéro émission dans les années 80-90. La Californie est en train de mettre en place une réglementation similaire à partir de 2030 et 2035. Locomotives et trains passagers, autant que les camions, devront être zéro émission. La conséquence de cela, qui est la tendance émergente, c'est que cette réglementation-là va cascader dans d'autres États américains et le Canada par complémentarité. Alors, on voit l'expérience déjà dans le monde automobile de la mise en place de l'infrastructure, l'émergence de des joueurs comme Tesla. Il y a d'autres joueurs dans le monde automobile, évidemment, qui ont suivi. Les grands de Détroit ont suivi. C'est normal de voir cette progression-là dans le transport lourd. Et c'est là que l'enjeu, que la batterie ne fait pas le travail pour les longues distances. Et il faut trouver des alternatives au diesel, qui est, disons-le, efficace d'un point de vue énergétique, mais avec toutes les émissions polluantes aussi dans les environnements urbains, autant que l'émission de CO2 est importante, on doit trouver des alternatives. Et là, la beauté qui se passe, c'est qu'avec le programme du IRA américain, il y a des milliards qui s'investissent. C'est Joe Biden, c'est ça? Oui, exactement. Il y a des milliards qui s'investissent en ce moment pour la création des Hydrogen Hubs, pour atteindre la disponibilité de l'hydrogène
entre 2 à 3 dollars du kilogramme d'ici 2030. Oui, c'est vrai, on en parlait à la préparation, c'est énorme, quoi. 2 à 3 dollars seulement. Est-ce qu'on est capable de faire ça en France et en Europe, Stéphane Kaba? Alors, c'est une très bonne question, effectivement, parce qu'en fait, tout ce modèle hydrogène repose sur comment on appelle ça, sur une économétrie qui est absolument essentielle, qu'on doit maîtriser. Viabilité économique. Voilà, viabilité économique. Donc, il y a besoin de maîtriser, effectivement, tous les éléments, tous les intrants, en fait, économiques, qui permettront de justifier des solutions, des cas d'usage, comme le train hydrogène. La très bonne nouvelle, et je suis bien placé pour le savoir, parce que c'est mon travail au quotidien en ce moment, enfin depuis 2019, c'est que ces grands programmes européens qui ont été lancés, ces fameux PIEC, dont je parlais au départ, qui ont été lancés, ont pour vocation de faire émerger un écosystème à l'échelle européenne pour démarrer. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, on parle d'un écosystème donc, qui va, comme on le dit, du puits à la roue. Donc, ça va concerner un ensemble d'acteurs qui vont concerner aussi bien donc, ceux qui vont produire l'hydrogène via des électrolyseurs. Donc on parle de gigafactories qui vont être construites sur le territoire européen pour avoir des électrolyseurs, pour pouvoir distribuer l'hydrogène, bien évidemment, et puis favoriser l'émergence de cas d'usage au pluriel, avec le train, bien évidemment, comme élément principal, mais aussi le camion, par exemple, qui sera aussi un cas d'usage important. Voilà, je rappelle que vous êtes Stéphane Kaba, le directeur du programme hydrogène pour Alstom Monde. Revenons sur la SNCF, évidemment, avec vous, Philippe Tardivon. Vous êtes le directeur des projets hydrogène à la SNCF, mais aussi avec vous, Stéphane, ou avec vous, Éric. Concrètement, on sait que, par exemple, certains milieux de l'hydrogène ont des difficultés à aller chercher de l'argent, parlons vrai, parlons transparence, pour financer certains de leurs projets. Ça coûte combien de développer le train à l'hydrogène en France et en Europe, par exemple? Je vous poserai la question après, si vous avez un ordre d'idée pour les États-Unis, enfin les Amériques, Éric Rondeau. Est-ce qu'on a Je vais vous donner des ordres de grandeur. Le train à hydrogène dont il est question aujourd'hui, c'est un projet qui va faire 12 rames, production de 12 rames neuves, qui vont donc coûter, le projet coûte 230 millions d'euros. Qui finance? Ce sont très majoritairement les autorités organisatrices, mais en l'occurrence aussi Alstom, aussi SNCF. Donc, et l'État qui a permis aussi d'aller jusqu'à démarrer ce projet. Et c'est-à-dire que c'est plus facile pour le train à l'hydrogène de grandir et de naître et de grandir en termes de finances par rapport à des structures plus petites où il faut aller chercher de l'argent dans des business angels ou des choses privées. Le train est plus porté. Si vous voulez, comme j'indiquais juste avant, le PIEC, aujourd'hui, est destiné justement à pouvoir déverser des subventions majeures et faire émerger un écosystème hydrogène. Mais ça, ce sont des subventions publiques. Publiques, c'est de l'argent public, effectivement. Donc le rôle de la puissance publique, comme l'a rappelé Philippe, il est absolument essentiel. Et l'Europe joue un rôle fondamental par rapport à ça. Donc, juste pour mettre des chiffres, aujourd'hui, la première vague du PIEC, donc, a été validée par la Commission européenne en juillet 2022, ce sont plus de 5,4 milliards d'euros de subventions qui vont bénéficier à 41 projets, dont Alstom d'ailleurs, qui ont vocation à être déployés. Pour commencer en Europe, bien évidemment, mais on travaille aussi en collaboration avec nos collègues américains pour que ces solutions soient également réutilisées et déployées sur le marché américain, sur d'autres marchés. En tout cas, voilà, ça sent bon, on va dire, pour le train à hydrogène. On est aujourd'hui ensemble en train de parler de ce train à hydrogène. Est-il sur de bons rails? J'aurais tendance à penser, avec ce que vous me dites, que oui. Et demain, quels sont les projets d'avenir maintenant? Puisque là, on a commencé les premières rames en France. Les essais ont été faits du côté de Charleroi en Amérique du Nord. Quelles sont les futures étapes, par exemple pour vous et pour la SNCF? Les futures étapes, c'est clair. C'est d'abord de s'assurer que le train à hydrogène peut s'insérer complètement dans le système ferroviaire tel qu'il existe aujourd'hui. C'est-à-dire ne pas avoir de spécificité majeure pour assurer notamment la sécurité des personnes, mais aussi des agents de l'entreprise. Des collaborateurs. Oui. Et donc, vers un déploiement qu'on espère assez important, en faisant notamment ce qu'on appelle du rétrofit, c'est-à-dire en modifiant des rames existantes et en les rendant hydrogène à partir de diesel. Après, on a d'autres pistes, comme par exemple, pourquoi pas de l'hydrogène liquide. Là, c'est de l'hydrogène gazeux. L'hydrogène liquide, il est beaucoup plus dense que l'hydrogène gazeux et on a donc besoin de moins de place pour en emporter autant. Et ça, c'est très intéressant pour élargir encore l'autonomie du train, mais pourquoi pas aussi le moteur à hydrogène, moteur à combustion interne avec de l'hydrogène alimenté en hydrogène. Donc ça, ce sont des pistes qu'on est en train de regarder à des échéances un peu
un peu plus lointaines. On est au début, en tout cas, de cette grande aventure chez Alstom. Alors effectivement, donc, comme vient de le dire Philippe, ces solutions effectivement qu'a rappelé Philippe sont également au centre des recherches et des activités de développement que pousse Alstom, très clairement. Mais pas que, parce qu'on a des très grandes ambitions, notamment par rapport au fret. J'ai parlé du fret auparavant, donc on pousse des solutions de locomotives qui soient les plus vertes possibles pour transporter des marchandises sur des trains qui font 2000 tonnes. Donc là, on change d'échelle par rapport à un train à passagers. Donc c'est absolument énorme. Et puis, on pousse également, bien évidemment, pour pouvoir améliorer en fait ce qu'on a commencé à faire au niveau des performances des moteurs, des solutions de piles à combustible, des solutions qui vont avec, de traction hydrogène en général, parce que, encore une fois, le moteur diesel d'il y a 20 ans, d'il y a 100 ans, il a beaucoup évolué depuis 100 ans. Donc l'hydrogène, pareil, est sur une trajectoire d'amélioration des performances. Éric, pour le mot de la fin, puisque nous arrivons à la fin de notre rendez-vous, vous qui êtes du côté de Montréal. Oui. Alors, la feuille de route similaire que Stéphane et l'équipe de SNCF présentent peuvent suivre des chemins similaires, mais gardons en tête, en Amérique, juste en Amérique seule, il y a 33 000 locomotives fret qui roulent au diesel. Eh oui. Et le tiers roule dans des cours de triage. C'est des quantités de véhicules ferroviaires qui roulent au diesel depuis 100 ans pratiquement, là, bientôt, et on doit trouver des alternatives. Alors, les réflexions du moteur à hydrogène à combustion ou des piles à combustible se font, mais dans des cadres des cadres de design qui sont dans l'ordre du 3 à 4 mégawatts de puissance. On est dans des puissances beaucoup plus élevées que le cadre opérationnel de l'Europe. Les trains sont beaucoup plus gros. On peut avoir des rames qui ont 3 ou 4 km de long. Donc alors, tout est possible. Dans une réalité opérationnelle qui a des puissances plus élevées. Donc, les concepts qu'on développe globalement, pour l'Amérique, on va devoir les réfléchir et les redesigner dans un contexte d'une puissance beaucoup plus élevée pour maintenir l'opérationnalité, la logistique de l'Amérique du Nord. Ça veut dire que le champ des possibles est absolument énorme et qu'on aura sans doute l'occasion, tous les trois, ou d'autres acteurs du train hydrogène, d'organiser d'autres rendez-vous, d'autres émissions pour se tenir informés des avancées. Merci beaucoup, Monsieur Tardivon. Avec plaisir. Directeur des projets hydrogène chez SNCF. Monsieur Stéphane Cabas, qui est donc le directeur hydrogène Alstom Monde. Et Éric Rondeau, au Canada, on vous embrasse. Merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui sur DITV. DITV continue, d'autres rendez-vous sont à suivre.